Donc, le dernier cours était un tout petit peu, je veux dire, précipité sur la fin, et je vais revenir sur les 2 ou 3 points, un point en fait essentiel de la dernière séance, qui est le point qui concerne ce qu'on appelle l'édition des ARN. L'édition des ARN est un mécanisme qui est extrêmement intéressant quand il s'agit de créer de la diversité, en particulier au niveau de la synapse. Et je parle de l'article de Matic, d'ailleurs il n'est pas là-dessus, c'est pas grave. Je parle de l'article de Matic et Meller. L'édition de l'ARN est un mécanisme qui permet de changer la structure d'un ARN, ou la séquence d'un ARN, après qu'il ait été transcrit et même transporté. Et donc c'est un mécanisme de modification post-transcriptionnelle. Et c'est un mécanisme qui est très très actif dans le système nerveux. Il modifie les transcrits qui codent pour des protéines impliquées dans la conduction nerveuse, rapide, comme les canaux ioniques, et certains récepteurs, en particulier des récepteurs, des sous-unités du récepteur glutamate, dont vous connaissez l'importance, et aussi des sous-unités du récepteur, pas des sous-unités, et le récepteur à la sérotonine, en l'occurrence 5-HT2C. Qui est un récepteur sérotonergique qui est important pour certains types de maladies, en particulier de dépression. Donc je rappelle que ces ARN sont très souvent dans la synapse. Il y a de la traduction locale dans les synapses. Ils sont aussi, on le sait aujourd'hui, dans les cônes de croissance et peut-être même dans les terminaisons axonales. Et leur traduction est régulée par l'activité. C'est-à-dire que ces messagers sont là, ce sont des messagers dormants, et quand on a une activité locale, eh bien, ils peuvent être traduits en protéines sur place, et même parfois en protéines transmembranaires qui vont venir s'insérer localement dans la membrane, s'il y a évidemment les éléments ribosomaux nécessaires pour cette traduction et cette insertion. Il faut aussi du réticulum endoplasmique. Donc, c'est un phénomène qui est un phénomène universel, mais qui s'est accéléré dramatiquement, je l'ai dit, chez les vertébrés, et c'est chez nous qu'on a le plus grand nombre de transcrits édités, et parfois de façon multiple. L'édition consiste pour l'essentiel à la transformation des adénosines en inosines, comme vous pouvez voir ici. En fait, c'est une déamination sur la base purique de l'adénosine. Et donc, ces transformations sont le résultat d'une activité qu'on appelle adénosine déaminase, acting en RNA, ADAR, dont il existe 3 enzymes essentielles et un qui est un enzyme qui est exclusivement exprimé dans le cerveau, qui s'appelle en fait ADAR3. Alors, comment est-ce qu'une telle réaction peut modifier la fonction cérébrale en fonction de l'expérience? Eh bien, d'abord en éditant les codons, c'est-à-dire qu'en modifiant la séquence codante, en modifiant aussi les splices, les épissages d'ARN qui encodent des protéines de signalisation. Il peut y avoir l'épissage en général quelque chose qui n'est pas dans les dendrites, mais on commence à penser qu'il peut y avoir de l'épissage au niveau distal, donc on peut avoir des formations de différentes formes d'ARN codant au niveau de la synapse, et une édition peut empêcher, par exemple, la formation d'un splice. Un élément assez intéressant de régulation, c'est l'édition des micro-ARN, ou plus largement des ARN non codants, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus longuement. Et l'activité des ADAR, donc des enzymes d'édition, est elle-même régulée par l'activité. Donc, vous voyez, c'est que vous régulez la traduction locale des ARN messagers et sous le contrôle des micro-ARN. Et donc, si vous éditez un micro-ARN, vous pouvez perdre un élément de régulation de la traduction de vos messagers. En effet, quand vous avez un micro-ARN qui se fixe sur le domaine 3' terminal d'un messager qui code pour une protéine, il en bloque la traduction. Donc, si j'édite ce micro-ARN, je peux empêcher ce blocage de la traduction. Ici, ne regardez pas, c'est simplement la chaîne de fabrication des micro-ARN. J'ai mis pour ceux qui voudraient se la rappeler. Donc,
Des mutations de Hadar, chez C. elegans, chez la mouche, chez la souris, sont connues pour altérer les fonctions cognitives de ces organismes et entraîner des neurodégénérations chez ces organismes. La surexpression de Hadar est aussi délétère. Il ne faut pas en avoir trop, il faut en avoir suffisamment, c'est comme tout. Et l'édition adénosine-inosine est extrêmement importante, je l'ai dit, beaucoup plus importante chez les humains que chez la souris. 90% de cette édition est localisée de l'augmentation, de ce qu'on voit la différence entre nous et la souris. 90% de cette augmentation est localisée au niveau de ce qu'on appelle les séquences ALU, qui sont essentiellement dans les régions non traduites d'ARN messager, et aussi dans des transcrits intergéniques et aussi introniques. J'y reviendrai plus tard, vous comprendrez ce que ça veut dire. En fait, quand vous avez des gènes qui sont déposés le long du chromosome, si j'ose dire, le gène a lui-même plusieurs exons, donc vous avez des introns. Ces introns peuvent être transcrits. Et puis, entre les gènes, vous avez des larges régions qui sont des régions intergéniques qui, eux aussi, peuvent être transcrits en ARN. Pas en protéines, mais en ARN. Essentiellement, je pense qu'on peut dire que l'essentiel du génome est transcrit d'une certaine façon. Donc, j'anticipe un peu là sur la suite, mais les éléments ALU, donc, qui sont le site d'édition de la classe des signs en particulier, sont des éléments transposables qui ont envahi le génome au cours de l'évolution des primates, avec une expansion massive, vraiment massive chez les hominidés, c'est nous, avec 1 million de copies pour les signs, et ce qui correspond en gros à 10,5% de notre génome. Donc les signs, vous le savez, et j'y reviendrai, mais sont mobilisables, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui peuvent passer d'un endroit du génome à l'autre, en provoquant des mutations dans le génome. Ils sont mobilisables à condition qu'il y ait des lines dont ils utilisent des enzymes. Voilà exactement comment ça se passe. Aussi ici, dans votre génome, vous avez ces éléments signs qui sont transcrits en ARN de type sign. Vous avez ces éléments lines qui sont transcrits en ARN de type line, qui sont ce qu'on appelle des transposons. Et puis, ceux-là sont traduits et donnent deux types de protéines, ORF1 et ORF2. Et ORF2, c'est un enzyme qui est une reverse transcriptase qui permet de transformer un ARN en ADN. Et dans ORF2, vous avez aussi l'endonucléase qui permet d'insérer l'ADN dans le génome, à condition que la cellule prolifère, en tout cas encore aujourd'hui. Ça peut changer. Donc, si je suis un sign, je ne fais pas ces protéines, mais je peux tricher, c'est-à-dire utiliser les protéines faites pour le line et me faire réinsérer sous forme d'ADN. Donc c'est comme ça que les signs sont en fait des parasites des lines de cette façon, mais sont des éléments extraordinairement actifs et extraordinairement nombreux. Donc tous ces éléments conduisent les auteurs de cette revue, que maintenant vous avez là, je pense. Non, c'est ailleurs. C'est celle-là, voilà. Les éléments de cette revue a proposé que nos performances cognitives sont liées non seulement aux séquences ALU, mais aussi à la possibilité d'éditer ces séquences ALU. Et c'est ça qui est important, parce que dans ce cas, les séquences ALU auraient non seulement accéléré la pénétration de l'édition d'ARN dans notre lignage, mais seraient partie prenante de la programmation fonctionnelle du développement des circuits neuronaux, de la plasticité cérébrale, de nos capacités cognitives exceptionnelles, comme vous le savez. Donc l'analyse des ARN qui sont édités montre une forte proportion de gènes à activité morphogénétique. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, vous avez des gènes qui sont impliqués dans l'induction neurale, vous avez des gènes qui sont impliqués dans le patterning du tube neural, vous avez toutes sortes de gènes qui sont impliqués dans les cellules souches, leur prolifération, au cours du développement, mais aussi chez l'adulte. Vous avez des gènes qui sont impliqués dans le développement des neuroblastes, dans la maturation des cellules. Je n'insiste pas sur toutes les fonctions de ces gènes, encore que je pense les avoir notés au cas où vous auriez des questions indiscrètes. Et puis, dans les fonctions, là, vous avez des canaux voltage dépendants. Vous avez toutes sortes de protéines qui sont impliquées aussi dans la survie des cellules, du genre caspase. Donc, en fait, tous ces ARN sont édités
Ils sont impliqués dans l'induction neurale, la prolifération, la migration, le patterning, etc. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir à ce niveau, sur la base de l'édition, une très très forte individuation, c'est-à-dire que différence interindividuelle, parce qu'évidemment, l'édition se fait chez l'animal mature ou en cours de développement. Ce qui fait que, bien entendu, même si nous avons le même génome, là encore, il y a une source de variabilité interindividuelle qui est extrêmement forte, car l'édition joue sur la quantité et les propriétés de ces protéines. C'est-à-dire que quand vous éditez une protéine, que vous transformez un A en I, eh bien, vous modifiez les propriétés des produits. Il y a une observation qui est assez intéressante de mon point de vue, et qu'il y a beaucoup de transcrits qui codent pour des enzymes de surveillance de l'ADN, c'est-à-dire en particulier des enzymes de réparation de l'ADN. Et vous savez que chez nous, la réparation de l'ADN est quelque chose de très important parce que chez nous, chez tout le monde, mais particulièrement pour le système nerveux, puisque nous avons des cellules qui peuvent vivre jusqu'à des âges avancés, aussi avancés que nous. Il y a des neurones qui ont entre 60 et une centaine d'années, voire plus, si vous allez au-delà. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais enfin bon, c'est une autre affaire. Donc, ça veut dire que ces ADN sont extraordinairement soumis à des brisures, à des cassures, et que la réparation est importante. Or, ces enzymes de réparation sont soumis à de fortes phénomènes d'édition. Plus largement, et ça j'ai trouvé ça assez rigolo en lisant cet article, les auteurs se demandent si quand si d'autres ARN édités, donc par exemple vous auriez un messager qui serait édité, et si ces messagers ne pourraient pas, comme les lines le font, aller capturer les systèmes de reverse transcription et d'insertion dans le génome pour insérer dans le génome de nouveaux ARN, des ARN qui auraient été modifiés par l'activité à la synapse. C'est-à-dire que là, vous voyez que vous avez deux choses. Vous avez une adaptation très rapide au niveau de la synapse, comme une phosphorylation d'un récepteur. Je modifie mon messager en l'éditant. Je vais faire localement des formes différentes qui vont être une forme d'adaptation à ce qui se passe dans la synapse. Mais si le gène est transformé en ADN et renvoyé dans le noyau, inséré, alors je stabilise dans mon neurone ou dans ma cellule souche, je stabilise la modification. Et alors à ce moment-là, je n'ai plus une modification de l'apprentissage à court terme, j'ai maintenant une stabilisation de l'apprentissage pour la durée de vie de la cellule en question. Donc ça, c'est un modèle que je trouve assez amusant, c'est-à-dire que les éditions qui se feraient au niveau des terminaisons puissent être transportées au niveau du soma, puis au niveau du noyau. Alors, ce serait à la fois une forme de mémorisation à court terme, locale, comme je disais, un petit peu comme dans les phosphorylations des récepteurs, mais au niveau aussi de la consolidation d'une mémoire génomique. Évidemment, ce n'est pas dans les cellules germinales, donc ça ne va pas passer aux héritiers, mais ça peut rester chez vous pendant un certain temps. Évidemment, il y a un bémol là, c'est que jusqu'à nouvel ordre, et le nouvel ordre peut arriver assez vite, je me méfie toujours quand on dit c'est pas possible, parce que c'est possible, pas possible jusqu'au jour où ça le devient. En général, l'insertion, si vous voulez, ne peut pas se faire dans des cellules postmitotiques, demande qu'elle soit faite dans des cellules en prolifération, ce qui veut dire soit dans des cellules souches neurales, ce qui est déjà pas mal, parce que vous avez toutes les cellules de l'hippocampe, plus les cellules de la zone subventriculaire, les SVZ, et puis il n'y a pas que les neurones dans le cerveau, on a souvent dit, il y a les astrocytes, il y a les macrophages, ce sont des cellules qui peuvent proliférer, surtout dans certaines situations pathologiques, vous vous rappelez l'année dernière ce qu'on avait raconté, et cette prolifération peut entraîner des modifications, permet à ce moment-là les insertions. Je crois que maintenant c'est relativement clair que les astrocytes, comme les macrophages, participent à la physiologie du système nerveux, y compris d'ailleurs au niveau du fonctionnement de la synapse. Donc, voilà, quoi, donc l'édition. Alors, toujours dans le cadre de mes comparaisons entre sapiens entre Homo sapiens et Pan paniscus ou Pan troglodytes,
je vais maintenant me pencher sur quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui est le phénomène des délétions. Hein. Les délétions du génome ont un très fort impact sur le plan évolutif. Et je vais m'appuyer là-dessus, pour ça, sur un article qui est... alors là, vous voyez, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Excusez-moi, je suis un peu ramolli, mais vous voyez ce qui se passe. Vous avez donc ces transformations au niveau ici, soit des micro-ARN, soit des messagers. Et puis, si vous capturez la reverse transcriptase et l'endonucléase des lines, et bien maintenant, vous pouvez venir vous intégrer dans le noyau et donc rendre permanente une modification qui, au départ, était activité dépendante et qui était transitoire au niveau de la terminaison nerveuse. Donc, je reviens à mon histoire de prochaine. Donc, des comparaisons, parce que pour ceux qui avaient perdu le fil, nous sommes ici à la fois à essayer de comprendre ce que le développement et l'évolution peuvent nous apprendre de maladies psychiatriques et neurologiques. Donc, dans le cadre de ces comparaisons, les délétions sont des choses tout à fait importantes. Parce que quand on regarde, on dit il y a 1,23% de différence entre l'homme et le chimpanzé, ce sont des mutations ponctuelles, mais ça n'implique pas des mutations beaucoup plus dramatiques, hein, comme celle-là. Par exemple, si vous prenez des éléments extrêmement conservés entre, disons, le macaque, la souris, le chien, l'opossum, hein, voilà, ici c'est très conservé, et vous pouvez avoir dans ces régions conservées des domaines qui sont délétés chez l'homme. Quand vous faites l'alignement entre le macaque, qui est ici, et sapiens, dans ces régions qui sont conservées, parce que si on n'aligne pas avec des régions conservées, ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez que ça a été conservé dans toutes les espèces, mais que chez nous, par exemple, ça a sauté. D'accord ? Donc ça, c'est une délétion qui est forte. Ça n'apparaît pas comme une mutation ponctuelle, puisque de toute façon, on ne la voit pas. Hein. Et donc, vous pouvez avoir tous ces condèles, c'est-à-dire, human condèle, c'est conservé mais délété chez Sapiens. D'accord ? Donc, ça, c'est un phénomène assez classique. Il y en a pas mal. Hein. C'est un impact évolutif extraordinairement fort, bien entendu, et surtout quand ce sont des séquences qui ont été conservées chez les chimpanzés et éventuellement chez les autres, peut-être même chez les néandertaliens. Hein, on va voir. Donc, pour l'instant, on a trouvé 510 délétions de ce type chez nous, et presque toutes ces délétions chez nous sont dans les régions codantes. Hein. Et elles sont enrichies, pour la plupart d'entre elles, à proximité de gènes qui sont impliqués dans la signalisation par les hormones stéroïdes et dans les fonctions neurales. Hein. Donc, ces délétions spécifiquement humaines, donc, qui ont été identifiées par, donc je dis 510. Parmi les 510, d'ailleurs, il y en a 88% qui ont été aussi perdus chez notre cousin néandertalien. Donc, ça veut dire qu'il y en a 12% quand même qui ont apparu chez Sapiens après la séparation avec Néandertal. Néandertal, je ne sais pas, ça doit faire 200 000 ans qu'on l'a quitté, hein, mais il nous a accompagnés quand même jusqu'à il y a 40 000 ans. Nous l'avons accompagné aussi, et peut-être nous l'avons accompagné dans sa dernière demeure, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les condèles humains, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, vous avez des régions, ça c'est des gènes avec les différents exons et introns, donc vous avez des transcriptions qui se font au niveau des introns, et vous avez aussi des transcriptions qui se font au niveau des régions intergéniques. Ça sont les exons qui sont raboutés pour faire des messagers en codant pour les protéines. Donc, ces condèles humains couvrent environ 4 millions de bases du génome du chimpanzé. C'est très peu, hein, c'est 0,14% du génome du chimpanzé. Et ils ont une taille moyenne d'environ 2800 paires de bases. Donc, ils sont présents sur tous les chromosomes. Vous pouvez voir ici, voilà, les condèles, c'est tous les trucs en bleu. Toutes les choses bleues que vous voyez ici, ça c'est les 21 chromosomes humains, les 22, pardon, chromosomes humains. Et toutes les petites barres bleues, ce sont des délétions, ce sont des condèles, c'est-à-dire des régions conservées chez les autres espèces, mais qui ont disparu chez nous. Donc ça, vous voyez, ça en fait pas mal. Pour le chromosome Y, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas la séquence du chromosome Y du chimpanzé. Hein. Donc, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que vous n'êtes pas dans les régions centromériques ou télomériques.
Et ça, c'est important parce que ce sont des régions qui sont sujettes à énormément de bouleversements. Hein, et donc, on pourrait imaginer que ce sont des pertes qui sont liées à l'instabilité du génome au niveau de ces régions centromériques ou télomériques. En fait, ce sont des délétions qui ne sont pas liées à l'instabilité du génome. Alors, à l'exception d'un d'entre eux, tous les condèles humains validés correspondent à des régions non codantes, 355 intergéniques et 154 introniques. Voilà, intergéniques, introniques. Donc, je disais, il y a un biais, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un biais pour une localisation qui est à proximité de neurones, de gènes qui codent pour la signalisation par les hormones stéroïdes, plus quelques gènes particuliers, en particulier des molécules d'adhésion de type, en tout cas des molécules qui expriment des fragments de type fibronectine type 3 qu'on retrouve dans la NCAM, dans pas mal de molécules d'adhésion, et puis dans des régions de type immunoglobuline, présentes aussi dans les molécules d'adhésion dans le système nerveux. Si vous comparez les condèles, parce qu'il y a aussi des condèles chimpanzés, des régions conservées chez la souris et chez l'homme, mais qui sont perdues chez le chimpanzé, il ne faut pas oublier que quand on s'est séparés, tout le monde a évolué de son côté. Il n'y a pas le singe, l'homme. Il y a X, le singe, l'homme. D'accord ? Donc, c'est pas du tout. Donc, eux aussi ont évolué pour leur propre compte. Et ils ont leur propre. Donc, il y a 344 condèles de chimpanzés. Il y a 350 condèles de souris. Donc, si vous ajoutez les condèles humains aux condèles de chimpanzés, vous avez quand même maintenant de l'ordre de 880 régions assez lourdes qui ont été modifiées massivement, 2800 paires de bases entre l'homme et le chimpanzé. Vous voyez qu'on est loin des 1,23% notariaux des défenseurs des bêtes. Donc, ces condèles montrent chez la souris, en l'occurrence, un enrichissement très fort en gènes synaptiques aussi, et en récepteurs au glutamate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui avons évolué, tout le monde a évolué pour son compte. Je n'ai pas dit que l'homme était mieux que la souris. Il est différent. Voilà. Enfin, c'est quand même nous qui sommes ici, pas les souris. Enfin, si elles sont là, on ne les voit pas. Donc, il y a sûrement des souris. Enfin, je sais qu'il y en a pas mal, surtout dans le bâtiment des. Bon. Donc, je vais vous montrer l'importance de ce phénomène en prenant l'exemple des hormones stéroïdes. Donc, on a identifié une délétion de 61 000 bases qui flanquent un locus, le locus du récepteur aux androgènes. Alors, dans cette région qui est délétée spécifiquement chez l'humain, il y a un domaine de 5 kilobases qui est chez le singe et de 7,7 kilobases chez la souris. Donc voilà, ici vous avez le condèle humain, ça c'était délété chez l'homme, mais évidemment il y a la séquence qui existe chez la souris, donc on peut prendre le promoteur, enfin la région de cette souris, et puis lui mettre un gène rapporteur et voir où ce gène est exprimé chez la souris, ou essentiellement chez la souris, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc ces régions, ces domaines de 5 kb du singe, de 7,7 kb de la souris, ont été clonés, ils ont été testés avec des gènes rapporteurs, et vous voyez que le transgène est exprimé dans le mésoderme qui entoure ici les follicules des vibrisses. Les vibrisses, ce sont ces petits poils que les souris ont sur le museau, qui sont en fait des récepteurs sensoriels neuronaux. D'accord ? Donc, et puis on les trouve aussi à la surface, dans le mésoderme de surface de l'extrémité du tubercule germinal, c'est-à-dire du gland. Donc, 4 lignées différentes montrent une expression stable dans le tissu localisé sous l'épine épidermique du pénis. Vous voyez ici, ça c'est le tubercule, c'est le pénis, et vous voyez, vous avez l'expression de votre gène. Donc vous avez remarqué que nous autres sapiens, nous n'avons pas de vibrisses. Quand on se rase, ça fait pas mal, pour ceux qui se rasent. Et c'est une structure qui, chez les souris et les chimpanzés, est sous le contrôle des hormones stéroïdes et des androgènes en particulier. C'est-à-dire que si vous castrez une souris mâle, eh bien, elle perd, la taille de ses vibrisses diminue. C'est un organe sexuel, c'est un caractère sexuel secondaire qui est plus fort, plus développé chez les mâles que chez les femelles. En revanche, si vous injectez de la testostérone, vous allez voir pousser les vibrisses
de votre souris. De même, pour les organes génitaux, de nombreux mammifères ont des épines kératinisées par-dessus les récepteurs du derme glandulaire. Donc la croissance des épines sur le gland est régulée par la testostérone. Donc la castration, c'est pareil, vous perdez ces vibrisses, en fait, ces vibrisses, et les souris mutantes dans le récepteur ne forment pas ces épines non plus. Donc vous voyez ici, ce sont des épines. Donc si vous exprimez ce gène, vous le retrouvez aussi, on a un enhancer qui était perdu chez Sapiens, qui permet la formation de ces épines sur le sexe, et nous l'avons perdu, hein, c'est pour ça que nous n'avons pas d'épines sur le sexe, et ça diminue la sensibilité tactile chez Sapiens, c'est-à-dire que ça augmente la durée de la copulation, et c'est une modification qui s'accompagne aussi de la féminisation des canines. Vous avez remarqué que les mâles humains n'ont pas des canines comme les singes. Vous avez remarqué qu'on a des petites canines, on a des canines de femelles. Ça réduit la taille des testicules et aussi la mobilité des spermatozoïdes. Donc il y a une sorte de féminisation du mâle chez Sapiens qui est liée justement à une de ces délétions. Mais il y a d'autres avantages. Alors, ça a un effet sur le volume de la glande mammaire en dehors des périodes d'allaitement. Et alors les auteurs là en tirent des conclusions sur les avantages liés à cette délétion chez le mâle comme chez la femelle. Mais moi, en particulier, ils pensent que c'est l'origine de la monogamie. Bon, mon expérience ne me permet pas de vous le dire, mais je ne tirerai pas de conclusion aussi rapide de cet article. Voilà. Mais je vous encourage à lire, il est assez rigolo. Donc, passons maintenant à notre organe favori, qui, comme vous le savez, est le cerveau, contrairement à Woody Allen, et parce que les condèles humains sont enrichis aussi au voisinage de gènes qui sont exprimés au cours du développement du cortex. Et dans cette catégorie, la localisation favorise les régions qui codent pour des gènes suppresseurs de la prolifération et de la migration. C'est-à-dire que si vous délétez ces gènes, vous avez plus de migration, vous avez plus de prolifération. Donc c'est très important, puisque évidemment nous avons un cortex qui est plus développé. Il y a eu des effets sur les migrations, sur les proliférations cellulaires, sur les migrations cellulaires aussi. Et donc l'idée que des délétions de gènes suppresseurs de prolifération et de la migration est assez intéressante. Dans la titre de test, ils ont analysé une délétion de 3180 paires de bases, qui est proche d'un gène que vous connaissez peut-être, qui s'appelle GAD45G, et donc qui est un gène suppresseur de tumeurs, et un gène qui est induit par les cassures de l'ADN. Hein. Donc, quand ce condèle humain, donc, qui a été éliminé donc, chez Sapiens, ce condèle humain, vous voyez, est exprimé quand on prend toujours la même chose, quand on le prend chez la souris, on prend le gène de la souris, enfin la région régulatrice chez la souris, et on lui met un lac Z et on regarde où c'est exprimé. Et vous voyez que c'est assez intéressant les zones exprimées, parce qu'on le retrouve dans le thalamus, on le trouve dans les aires préoptiques, on le trouve dans les zones subventriculaires, c'est-à-dire qu'on le trouve dans des régions qui sont intéressantes. Si vous vous souvenez évidemment des cours du début, maintenant ça fait assez longtemps, malheureusement, on a commencé il y a un certain temps. Donc, ce condèle élimine un site de fixation de la protéine P300 qui est spécifique du cerveau antérieur et qui contient une séquence enhancer. Donc, la version murine, de nouveau, comme la version chimpanzé, c'est comme pour l'histoire précédente, induit l'expression de la bêta-galactosidase, on voit en bleu ici, dans le télencéphale ventral, hein, le subpallium, vous vous rappelez, dans le télencéphale ventral, ce qui est à l'origine des interneurones GABAergiques sur lesquels je n'ai pas cessé d'insister et sur lesquels je continuerai d'insister dans les jours suivants et probablement l'année prochaine, parce que je prends du retard comme d'habitude. J'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez de préparation et je me retrouve toujours avec trop de matos à la fin donc c'est pas grave. Donc, y compris, donc, vous savez, les interneurones GABAergiques dans le subpallium, donc dans le télencéphale ventral, vont aller envahir le cortex, donc ce sont à l'origine des interneurones, donc on a une expression à ce niveau-là. Et on a des expressions dans la SVZ, on a des expressions dans le septum, dans l'hypothalamus, dans le thalamus ventral,
Et dans le thalamus ventral, c'est aussi intéressant puisque le thalamus ventral génère aussi des interneurones inhibiteurs dont le nombre, vous savez, est extraordinairement augmenté dans le thalamus humain. Donc, cette expression dans toutes ces zones subventriculaires est intéressante parce que vous vous rappelez que chez nous, la zone subventriculaire qui s'agrandit énormément se sépare en une OSVZ, Outer Subventricular Zone, ISVZ, Inner Subventricular Zone, et que je vous ai raconté dans les premières séances que la taille de l'OSVZ chez Sapiens est à l'origine de l'augmentation tout à fait importante de la surface de notre cortex et de la formation des circonvolutions cérébrales. GAD45G, je vous le rappelle, est un répresseur du cycle cellulaire et il peut aussi activer l'apoptose. C'est-à-dire que non seulement on a plus de cellules, mais on a moins de cellules qui meurent quand on perd l'expression de ce gène dans des zones très particulières qui sont évidemment impliquées dans le développement du cortex, en particulier évidemment du cortex humain. Donc il y a d'autres condèles humains, mais elles n'ont pas tous été étudiées. Je crois que c'est une voie de recherche extrêmement intéressante. Il y en a 510, là je vous montre deux, sur deux organes différents, mais qui nous intéressent quand même. Et il y en a encore 508 à regarder. Donc ça va. Si vous voulez faire de la recherche, voilà un projet. Donc, pour revenir à ce que je disais de nouveau la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, excusez-moi, et qu'on vient d'aborder par le biais des condèles, dont les effets sont supérieurs, très supérieurs à la régulation ou à la dérégulation d'un seul gène. Vous voyez bien, les mutations ponctuelles ne sont pas suffisantes, loin de là, pour expliquer l'évolution rapide de la lignée humaine, extrêmement rapide. Bon, bien entendu, ces mutations ponctuelles gardent un intérêt. Rappelez-vous, on a parlé de FOXP2, qui est très intéressant. Je crois qu'on peut aujourd'hui dire qu'on ne peut pas parler, on ne peut plus parler, enfin, il y aura forcément des exceptions, c'est inévitable, de gènes maîtres. Je ne crois pas que ce soit un concept qui soit un concept extrêmement large. Il y a peut-être quelques gènes maîtres, mais bon, c'est vrai. Parce que les gènes, en réalité, je l'ai souvent dit, mais je vais vous le démontrer là de façon un petit peu plus concrète et un petit peu plus précise, fonctionnent en réseau. Beaucoup de gènes sont corrégulés à l'intérieur de réseaux, qui sont des réseaux où tout le monde fonctionne ensemble, et sont des réseaux qui sont des réseaux homéostatiques, c'est-à-dire homéostasiques, c'est-à-dire que si dans le réseau vous avez un gène qui commence à faire l'idiot, zoom comme ça ou zoom comme ça, les autres sont là et disent hey, donc ils tamponnent et ils ramènent l'autre gène à la raison. Et c'est pour ça que dans une région qui permet un équilibre physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, contrairement à ce que certains pensent, entre la génétique et la physiologie, c'est la même chose. Et sur cette base, c'est intéressant de voir que plusieurs modules co-régulés, on peut les appeler modules, ont été identifiés dans différentes régions cérébrales chez l'humain et aussi chez le chimpanzé, avec de claires différences entre les deux espèces. Et c'est là que je vais venir sur un article qui est peut-être un article un petit peu ancien, qu'un article qui a été publié en 2006. Ça va très vite en ce moment, ça va très vite parce que les nouvelles techniques de séquençage font que quand je vous donne un article de 2006, on a l'impression que c'est Mathusalem. Enfin bon, ça fait jamais que 5 ans, c'est un quinquennat, quoi, en gros. Donc, ça peut être long. Donc, cet article de Geschwing, je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le système. Les auteurs, ça c'est autre chose, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis cette diapositive-là plus tard. Les auteurs le rappellent une fois encore, les humains et les chimpanzés se sont séparés il y a environ 6 millions d'années, et les deux espèces ont évolué chacune pour leur compte, bien entendu. Alors le très haut degré d'homologie génétique qui est réel entre les deux espèces suggère qu'au-delà des mutations ponctuelles, des mutations importantes ont eu lieu dans des régions régulatrices, essentiellement. Alors cela, évidemment, n'est plus pour vous étonner, je me répète beaucoup, mais bon, je pense que c'est des choses qui méritent d'être répétées, puis sinon, tant pis. Et là, les auteurs ont fait usage d'une approche de biologie des systèmes en explorant les relations entre produits de gènes dans le cerveau adulte des humains et des chimpanzés. Donc, ils ont identifié des modules de gènes
co-exprimés dans différentes régions cérébrales. Et ils ont comparé ces modules entre l'homme et le chimpanzé. Donc on est en 2006. C'est donc avant les techniques de deep sequencing. Maintenant, on peut prendre un morceau de tissu, une cellule, et puis séquencer tous les ARN qui sont là et voir ce qui est exprimé. À l'époque, c'était différent, donc on utilisait la technique qu'on appelle des micro-arrays ou des puces ADN. C'est pas, à mon avis, ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails pour vous expliquer ça. Vous pouvez toujours aller regarder sur Wikipédia, sur Google. C'est pratique maintenant. Mais ils ont analysé l'expression des gènes dans plusieurs régions du cortex, en fait 8, chez 18 chimpanzés et chez 18 sapiens. D'accord ? Et ils ont fait une analyse qui est centrée sur des régions très spécifiques, les aires de Broca. Donc les aires de Broca, vous devez les voir ici. Non, là je me gourre, là c'est le cortex frontal. Les aires de Broca, voilà, les aires de Broca, associées au langage, comme vous savez. Le cortex singulaire antérieur, qui est cette petite région ici, voilà, qui est liée au ganglion de la base. Ils l'ont fait dans le cortex visuel primaire, que vous connaissez bien, dans le cortex préfrontal, que vous voyez ici, dans le noyau codé, que vous voyez ici, et dans le vermis du cervelet, qui est cette région-là, dans le cervelet. Et à partir de cette approche, ils ont pu identifier 7 modules de co-expression dans le cerveau humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, donc là, voilà les modules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est des modules de co-expression dans le cerveau humain. Et ce qui est très amusant dans cette affaire, ce que moi j'ai trouvé très amusant en tout cas, on s'amuse comme on peut, c'est que certains de ces modules sont très fortement exprimés, sont très fortement conservés entre l'homme et le singe. Donc, ils sont, à la limite, ils ne sont pas très intéressants. Vous voyez ici ce module-là un peu bleuâtre. Bon, on le retrouve chez Sapiens, on le retrouve chez le singe. Donc, ce sont des modules qui sont très conservés. Et heureusement, il y a des choses très conservées entre nous et nos collègues. Mais il y en a d'autres qui le sont moins. Vous voyez ici, par exemple, que ce module bleu, chez Sapiens, est très très peu exprimé chez le chimpanzé. Et ce module vert ici, vous voyez ici, qui est un module de coexpression, est très peu présent dans le chimpanzé. Donc, si vous y allez comme ça, vous pouvez voir qu'il y a des modules de coexpression qui sont spécifiques de l'espèce humaine, comparés évidemment aux chimpanzés. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à part le module noir, qui correspond à la myéline, au gène de la myéline, il y a de la myéline partout dans le cerveau, ces modules correspondent à des régions anatomiques distinctes du cerveau. Par exemple, le module turquoise, qui est un module conservé, qui est celui-là, c'est le module cérébelleux. Donc, il n'y a pas de grosse différence entre le module cervelet singe et le module cervelet humain. Je crois qu'il y a quand même quelques différences. Alors que les modules bleus et bruns, qui proviennent du cortex, le module jaune correspond au noyau codé, vous voyez ici, et les gènes du module vert, qui sont des gènes non conservés, sont exprimés dans le cortex et dans le cervelet. Donc ce que vous voyez ici, c'est essentiellement quelque chose qui est exprimé dans le cortex, et comme ils ont pris du cortex préfrontal, c'est du cortex préfrontal. Le module rouge, c'est le cortex singulaire antérieur. Bon, bref, on peut associer des gènes qui ont un lien fort de régulation entre eux et distinguer ces modules entre régions cérébrales. Et voir que c'est différent entre nous et nos plus proches cousins. Ce sont quand même nos plus proches cousins. Donc à partir de là, on peut s'amuser à mesurer le lien de conservation entre deux réseaux. C'est-à-dire que c'est une conservation entre espèces, c'est-à-dire qu'est-ce qui est conservé dans les gènes d'un cousin entre le sapiens et le chimpanzé, par exemple. Mais quelque chose qui est encore plus intéressant, alors cette conservation, elle est la plus faible dans les régions corticaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que ça a changé le plus. Bon, ça ne nous étonne pas énormément, malgré tout. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'à l'intérieur d'un même module, on peut mesurer la force de connexion entre les gènes. C'est-à-dire si le gène A est exprimé, quelle est la probabilité que le gène B le soit en même temps. Et ça mesure une probabilité, ça mesure en fait une force de connexion
entre l'expression de ces deux gènes. Je pense que c'est relativement intuitif à comprendre. Donc, et cette force de connexion entre deux gènes peut être différente entre les deux espèces. Et ça, c'est un point qui est très important. Par exemple, si vous prenez la neuroréguline 1, qui est un gène qui est impliqué dans certaines formes de schizophrénie, c'est sur le plan du rang de force de connexion, elle est 126e chez Sapiens. Donc, dans le module brun cortical, il y a 343 gènes. La neuroréguline 1, elle est 126e, c'est-à-dire qu'elle a une connectivité relativement forte, pas extrême, mais relativement forte. Mais elle est nulle chez le chimpanzé. C'est-à-dire que chez le chimpanzé, ce gène n'est lié à aucune coexpression avec d'autres gènes dans ce module. Donc ça, elle est très basse. Voilà. Donc NRG1, en revanche, est lié avec une probabilité supérieure à 0,8, c'est-à-dire pratiquement 1, c'est de la biologie, ce n'est pas des maths, à 64 autres gènes de ce même module. Donc, sur cette base, vous pouvez constater que les modules sous-corticaux sont plus conservés entre les espèces, ça c'est pas non plus étonnant, mais que les modules corticaux. Et c'est en accord avec l'expansion évidemment dramatique du node cortex et les modifications spécifiquement humaines qui accompagnent cette expansion. J'en ai beaucoup parlé dans le premier et dans le deuxième cours, je n'y reviens pas. À partir de là, vous pouvez vous concentrer, c'est ce que les auteurs ont fait, sur les gènes dont la corrélation interne est beaucoup plus grande chez Sapiens, comme neuroréguline 1 ou comme les plus forts que neuroréguline 1 encore. Donc ces gènes sont pour l'essentiel dans le module bleu, voilà, celui-là, qui est quasiment perdu chez le chimpanzé, pas qui n'est pas perdu chez le chimpanzé, c'est nous qui l'avons acquis, c'est pas eux qui l'ont perdu. Encore que, vous allez voir, c'est pas sûr, parce que ce genre de manip souffre du fait, j'y reviendrai peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, qu'il n'y a pas de groupe externe. C'est-à-dire que quand vous faites une comparaison entre le singe et l'homme, ici, comment je vous dis, ça un peu passé, si vous avez une différence entre deux gènes, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé sans savoir ce qu'il y a dans le groupe externe de l'orang-outan. Parce que, par exemple, si dans l'orang-outan c'est A seconde, alors ça veut dire que nous, on a évolué. Mais si c'est A', ça veut dire que c'est le chimpanzé qui a évolué, d'accord ? Donc, quand on fait des comparaisons entre espèces, il faut toujours avoir un groupe externe, d'accord ? Donc, là, j'étais un peu trop vite. Mais enfin, il se trouve que nous avons un cortex beaucoup plus gros surtout un cortex central beaucoup plus gros que celui du chimpanzé. Donc, quand on regarde dans ce module bleu, on trouve 13 gènes qui sont des transporteurs de protéines, 9 gènes de microtubules, des gènes de transporteurs d'ions, dont 11 membres de la chaîne de transport des électrons. C'est-à-dire que c'est un dernier point que moi je trouve très intéressant, parce que depuis le début de ce cours, j'insiste beaucoup sur le fait que des travaux nombreux indiquent que les gènes de la chaîne de transport des électrons ont subi une évolution accélérée chez les primates anthropoïdes, ce qui est en lien évidemment avec la demande énergétique, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours, qui est très forte chez Sapiens, à cause de la taille de son cerveau, tout simplement, mais aussi à cause de la connectivité. Je suis assez convaincu qu'une grande partie de nos maladies sont liées au fait qu'on travaille aux limites de nos capacités énergétiques, dans les neurones. Pour le reste, ça va. Donc, mais bon, c'est ce qui nous intéresse quand même. Enfin, moi, je pense. Donc ces coexpressions soulèvent la possibilité de gènes, parce que si plusieurs gènes sont exprimés en même temps, il y a peut-être un chef d'orchestre, ce qu'on appelle des gènes hub, comme dans les aéroports. Donc ça soulève la possibilité de l'existence de gènes hub qui occupent des positions centrales à l'intérieur de chacun des réseaux. Et donc ces chercheurs ont recherché s'il y avait des gènes hub dans des réseaux spécifiquement humains. Et je pense que cette diapositive, qui est beaucoup plus simple qu'elle n'apparaît, ne vous affolez pas, le démontre assez bien. Donc à gauche, ici, vous avez tous les gènes du module brun. Brun, c'est cortex, mais qui a été entaché de cervelet, donc c'est pas grave, mais cortex. D'accord. Donc vous voyez ici ce gène, par exemple, qui est en connexion avec vous voyez les lignes marron ici, avec tous les autres gènes qui sont corrégulés avec lui. Et on voit que ça se centre
par exemple ce gène-là. Donc ce gène-là, on peut penser que c'est un gène hub, hein, un coordinateur de l'expression de tous les autres. Et puis vous avez ici un qui s'appelle LDOC-C1. Alors je vous donnerai les définitions de ces gènes, ce que ça fait plus tard. Mais vous voyez que, en fait, ce gène-là, eh bien, il n'existe pas chez le singe. C'est-à-dire que c'est un gène hub qui est spécifiquement sapiens. D'accord ? Donc, à gauche, vous avez tous les réseaux du module, et à droite, vous avez ceux qui sont spécifiquement humains. Et comme ça, vous pouvez faire apparaître des connexions spécifiquement humaines qui n'existent pas chez le chimpanzé. Et ça, c'est intéressant parce que si vous notez le pourcentage de connexions humaines dans chaque structure, hein, chacune des structures dont on a parlé, vous avez une hiérarchie qui reflète en fait la hiérarchie à laquelle vous auriez pu imaginer, c'est-à-dire que vous en avez 17% ou 20% dans le cortex, vous n'en avez plus que 8% dans le noyau codé, qui est une structure relativement partagée, 4,5% dans le cervelet. Donc on peut proposer que les grandes différences de connectivité pour un gène hub en particulier suggèrent que ce gène a été l'objet, en particulier celui-là bien entendu, mais d'autres, 20% c'est pas négligeable, là je vais montrer un seul, mais est l'objet d'une évolution accélérée. Alors ces gènes, on en connaît la liste, il y en a pas mal. On a une liste ici, donc avec les fonctions. Et vous voyez que vous avez des gènes qui sont impliqués dans la schizophrénie, les psychoses maniaco-dépressives, dans le développement et le cancer, dans le développement et la vision, dans la vascularisation et le développement, dans le stockage du glycogène, et puis vous avez toutes ces protéines mitochondriales, bien entendu, mitochondrie, cancer, schizophrénie, mitochondrie, développement, vésicule, transport vésiculaire, forme des neurones cytosquelettes, avec des mutations qui peuvent impliquer des retards mentaux, microtubules. Donc vous voyez que, d'une certaine façon, c'est assez intéressant parce que ça nous cible quand même sur des maladies qui nous intéressent. Je ne dis pas que ce sont les gènes de la schizophrénie, parce que vous voyez à quel point ça peut être idiot de dire des choses comme ça maintenant. Donc, vous avez compris que la complexité du système, et encore vous n'avez rien vu, ça ne va pas se simplifier. Hein. Donc si vous voulez ne pas revenir la semaine prochaine, vous avez le droit. Parce que c'est pas marrant, mais alors, vous allez voir. Ah non, c'est pas moi. Donc tout ça pour dire que ce sont il y a deux choses, c'est-à-dire que vous avez une expression différentielle, éventuellement, entre l'homme et le chimpanzé, vous avez une différence de connectivité. Hein. Et si vous regardez uniquement l'expression différentielle, peut-être que ça va vous gourer complètement. C'est-à-dire que ces gènes ne sont pas exprimés différentiellement entre l'homme et le chimpanzé, ils sont exprimés au même niveau. C'est-à-dire que si on faisait les techniques les plus contemporaines, par exemple de séquençage global d'ARN, on ne trouverait pas forcément une différence d'expression, on ne la trouverait pas, entre LDOC-C1 et chez le chimpanzé et l'homme. Mais si vous faites une étude de connectivité, alors vous allez voir quelque chose apparaître qui va être significatif pour essayer de comprendre l'évolution. Donc, dans ce cas, la différence d'expression ne compte que peu dans la différence de connectivité. Donc, on peut essayer d'aller un peu plus loin et valider quelques prédictions. Par exemple, vous regardez LDOC1 et LDOC-C1, et c'est un gène hub qui est donc spécifiquement humain, c'est ce qui nous amuse, mais il est interrompu chez le chimpanzé. Pourquoi ? Parce que chez le chimpanzé, vous avez une inversion chromosomique qui a aboli le submodule cortical dans cette espèce. Et voilà, qui a aboli ça. Et ça, c'est intéressant parce que l'inversion n'introduit pas une mutation. D'accord ? Donc ça, vous n'allez pas le voir quand vous allez regarder les mutations. Simplement, c'est inversé, c'est inversé, et donc vous n'avez plus l'expression de ce module. Et donc maintenant, vous pouvez poursuivre cette piste de cette façon en recherchant des trous dans les séquences exoniques, des gènes qui ont la plus forte connectivité intramodulaire chez Sapiens. Donc ces trous, si vous les trouvez chez les chimpanzés, vous allez vous rendre compte qu'ils correspondent à des insertions, à des délétions ou à des inversions de séquences. Et le résultat, c'est que 20% des gènes qui ont une différence de connectivité ont des trous, ont des gaps, contre 6% pour ceux qui ont une connectivité similaire. Donc on peut supposer que les insertions et délétions, ce qu'on appelle les indels, et les réarrangements génomiques sont vraiment essentiels dans l'évolution des génomes des deux lignées de primates, et que les inversions indels se traduisent au niveau de l'évolution de la coexpression. Donc ça, je pense que c'est un point assez important.
Donc on peut ensuite, si vous voulez, continuer en s'interrogeant sur le rapport entre la différence de connectivité, c'est-à-dire la formation de ces réseaux de gènes, hein, et les changements de séquences codantes. Parce qu'il peut très bien y avoir une évolution dans les séquences codantes qui entraîne une modification de la connectivité. Par exemple, si j'ai un acide aminé qui est nécessaire pour l'interaction avec une autre protéine qui elle-même va être importante pour la régulation d'un autre gène, cette mutation va me déconnecter, si vous voulez, d'une certaine façon, mes interactions. Et ça peut être fait, si vous voulez, en regardant les modifications de la structure des protéines. Ça a été fait pour 1168 gènes, ça fait quand même 5% du génome, hein, en faisant le rapport entre ce qu'on appelle les substitutions de nucléotides non synonymes par rapport au taux de substitution de nucléotides sur des séquences qui sont des séquences répétées entre les gènes. Et vous verrez, ça a son défaut, mais ce n'est pas grave. Toujours est-il que si vous avez un rapport bas, ça veut dire que votre gène avait été très fortement sélectionné, et donc il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si le gène a été très fortement sélectionné, il a une sélection forte, il y a très peu de chances qu'il continue à évoluer. Mais si vous avez un rapport haut, ça veut dire qu'il a continué à évoluer, soit parce qu'il y a une sélection positive, c'est un bon gène, donc il a été sélectionné, soit parce qu'il ne sert à rien et que ce n'est pas grave s'il y a des mutations. Donc là encore, il faut faire très attention parce que si vous avez un gène qui évolue très vite, ça peut dire soit qu'il est vraiment très important, parce qu'on le sélectionne de plus en plus pour des... soit que simplement il y a un relâchement de la sélection parce qu'au fond, ce n'est pas grave. Hein, ce que je dis souvent, si vous mutez un gène de développement, c'est embêtant. Si vous mutez un gène pour la couleur des yeux, bon, à part votre significant other, tout le monde s'en fout. Je veux dire, de toute façon, il ne sait même pas que vous aviez les yeux noirs avant de les avoir bleus. Donc, il vous a connu, vous, avec les yeux bleus. Donc, bon, voilà. Donc, tous les gènes n'ont pas la même importance, bien entendu, et il y en a qui peuvent muter plus vite que d'autres. Voilà. Donc, si vous faites ça, et vous regardez aussi au niveau des protéines, la corrélation entre la connectivité et ce rapport entre non synonyme, eh bien, vous montrez que cette corrélation est beaucoup plus forte pour les gènes connectés. Donc, c'est probablement une évolution positive malgré tout, une vraie sélection. Donc, le critère donc, de connexion différentielle peut être pris comme une mesure de l'évolution des séquences codantes et des niveaux d'expression à la fois en même temps. Donc on peut toucher probablement ça touche probablement les séquences régulatrices. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure d'une étude de ce genre, sur laquelle j'ai passé un peu de temps, mais je pense que c'est intéressant parce que, bon, j'ai passé du temps, voilà. Bon. Donc c'est que de nombreux gènes qui montrent une forte connectivité intramodulaire sont conservés chez les chimpanzés. Hein. Ça reflète des symétries de structure très fortes entre nos cerveaux et le cerveau de nos cousins, ça c'est clair. Il y a aussi des différences très fortes qui existent entre les réseaux de coexpression, en particulier au niveau du cortex, ce qui évidemment n'est pas étonnant étant donné de l'expansion de cette structure chez Sapiens. C'est une approche qui permet d'identifier des différences que la seule expression génétique, je l'ai dit, les différentielles ne permet pas. Voilà. Je prends le gène de la noire, celui de la myéline, le module noir. Écoutez, on trouve tous les gènes qui sont exprimés nécessaires à la synthèse de la myéline, donc de la conduction rapide dans le cerveau. Et bon, ben voilà, quoi, ça ne change pas grand-chose. Donc, si vous regardez le module vert, qui est en fait un module très intéressant parce que c'est un modèle cortex une fois que vous avez retiré le cervelet, il est aussi enrichi dans des protéines qui sont impliquées dans la dégradation, les ubiquitines. Et ça, c'est intéressant parce que ce module n'existe pas dans le noyau codé. C'est-à-dire qu'il y a probablement qu'il y a moins de dégradation des protéines dans le codé, ce qui suggère des variations régionales dans les systèmes de dégradation des protéines. Et comme vous le savez peut-être, la dégradation des protéines est quelque chose de très important dans les maladies neurodégénératives. En particulier, quand vous avez une protéine qui est mal formée, il est bien qu'elle passe un protéasome et qu'elle se fasse manger. Si elle ne peut pas être ubiquinylée, qui est le signal qui l'envoie vers le protéasome, alors vous pouvez accumuler des protéines qui vont précipiter sous forme de plaques. Ouais. C'est pas drôle. Et c'est comme ça. Donc, je vais peut-être arrêter avec ça. Donc, parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter sur ce papier, qui est vraiment un très très joli papier. Donc, je vais finir avec ce travail. Avant de finir ce travail et avant d'aller voir dans des revues plus récentes du même groupe
ce qui a évolué entre 2006 et 2011, malgré tout, bientôt 2012, j'ai quand même tiré les conclusions essentielles. La première conclusion, c'est que ces modules de coexpression montrent une hiérarchie évolutive. Matière blanche en dessous, cervelet au-dessus, noyau codé, plus cortex singulaire antérieur et le cortex. Donc, et ça, de nouveau, c'est une hiérarchie qui ne serait pas apparue si vous aviez mesuré les différentes expressions entre vos différents gènes. Et puis, évidemment, le problème du métabolisme énergétique qui, une fois de plus, dans ce genre de manip, apparaît. Donc, il y a aussi des gènes qui apparaissent là-dedans, qui sont des gènes très intéressants, qui ne sont pas uniquement des gènes du métabolisme énergétique, qui sont aussi des gènes qui contrôlent la distribution et la morphologie des mitochondries. Par exemple, comme IMMT ou DNM1L sont des gènes qui sont importants pour la fusion mitochondriale ou pour la scission mitochondriale ou pour le transport des mitochondries. Et il y a un gène qui lie en particulier DISC1, qui s'appelle deleted in schizophrenia. Donc c'est un gène qui est cible de la schizophrénie qui est important, qui est lié par une de ces protéines à la mitochondrie, donc il permet probablement le transport des mitochondries. Donc le transport des mitochondries, la forme des mitochondries, quand les mitochondries fusionnent par exemple, le métabolisme énergétique est plus fort. Les mitochondries, ça peut faire des fusions, ça peut faire des espèces de longs tubules. La mitochondrie, ce n'est pas uniquement un petit truc rond qui ressemble à une bactérie, c'est aussi quelque chose qui se fusionne et qui se fissionne. Et quand vous faites de la fission mitochondriale, eh bien, vous réduisez énormément le métabolisme énergétique au niveau de vos terminaisons nerveuses, bien ailleurs aussi. Donc ça, ce sont des gènes qui sont intéressants. Vous avez aussi des gènes qui sont de la synaptogénèse, très fortement, et des gènes qui sont impliqués dans l'ancrage des vésicules, en particulier RAP3 en l'occurrence. Vous avez aussi des gènes qui sont impliqués dans la régulation du cytosquelette, comme ABI2 ou CYF1P2 ou MAP1B, que tout le monde connaît, j'imagine. C'est un gène de régulation de la polymérisation des microtubules dans l'axone. Donc on peut de là tirer la conclusion que l'augmentation spectaculaire du pouvoir d'analyse en parallèle des données, qui est apparue avec nous quand même, qui est liée à l'augmentation de la taille du cortex, a imposé une augmentation parallèle de la demande énergétique. C'est toujours la même histoire. Donc vous avez les deux paramètres, explosion de la circuiterie corticale, explosion des capacités d'analyse en parallèle intellectuelles, au sens large, et puis évidemment derrière tout ça la chaudière, tout ça consomme. Donc, je pense que ce sont des voies de recherche qui sont importantes et vous verrez que dans les semaines qui nous restent, je passerai beaucoup de temps, enfin j'espère, je ne sais pas, je ne sais plus très bien ce que je vais faire, je suis un peu désespéré à vrai dire. Mais bon, vous serez là l'année prochaine peut-être, certains d'entre vous, vous n'êtes pas complètement dégoûtés. Donc, on continuera l'année prochaine, tant pis, je veux dire, ça fera ça de moins à faire pour moi pendant l'été, donc c'est parfait. Donc je vais prendre un peu de hauteur, si vous voulez, et m'engager plus avant, mais avant de m'engager plus avant, dans les questions métaboliques, justement, je vais reprendre une revue plus générale du même groupe, le groupe de Geschwind, qu'il a sorti donc dans Neurone en 2010, et vous voyez, l'introduction du papier, elle résume tout à fait, si vous voulez, la philosophie du cours. C'est un grand mot, mais enfin, en tout cas, l'idée qu'il y avait derrière le cours quand je vous l'ai proposé au début de l'année. C'est que l'étude du cerveau dans une perspective évolutive et combiner ces résultats avec les résultats du développement et de ce qu'on sait des pathologies, bien entendu, en relation évidemment avec les variations génétiques et le développement des circuits, est probablement la meilleure façon d'avoir une approximation de la façon dont les forces naturelles, ça ne veut pas dire grand-chose, ont structuré cet organe, l'évolution. Et évidemment, c'est très intéressant sur le plan de la curiosité intellectuelle, je crois que c'est quand même un point important, mais en même temps, sur l'origine de pourquoi nous sommes sapiens, c'est quand même un animal unique, quoi que certains en disent. C'est aussi évidemment très important pour savoir connaître les maladies, l'origine des maladies humaines, en particulier quand elles touchent la cognition, le comportement.
depuis évidemment les retards mentaux jusqu'à l'autisme, aux démences neurodégénératives. Je crois que c'est vraiment tout à fait résumé l'idée qui est derrière le cours que nous essayons péniblement de faire cette année, en tout cas moi. Donc, les auteurs rappellent, je arrêterai dans 2 minutes, mais les auteurs rappellent, je repartirai de cette diapositive la semaine prochaine, les auteurs rappellent que les séquençages des génomes est une affaire relativement récente. En fait, on ne connaissait pas vraiment les génomes. Là, ce sont des génomes qui ont été séquencés là, dans cette liste. Donc, c'est un historique. Et pour chacune de ces bestioles, on explique pourquoi c'est important. J'y reviendrai donc la semaine prochaine. Mais ce que je voudrais, juste une chose, c'est l'orang-outan, qui est extraordinairement important parce que c'est un groupe externe qui nous permet de nous placer par rapport aux chimpanzés. Ça, c'est essentiel. Et donc ça, c'est un point. Et l'autre chose que j'aimerais vous rappeler avant d'arrêter, c'est que quand on fait la séquence, on dit on a fait la séquence du chimpanzé, on a fait la séquence de l'humain, on a fait la séquence... En fait, on avait fait la séquence en général d'un chimpanzé, on avait la séquence d'un humain, et c'est même pire que ça, on a fait la séquence d'un lymphocyte, d'un humain, enfin de quelques lymphocytes. Donc, il est évident qu'il faut avoir fait plusieurs séquences pour savoir ce qui est conservé vraiment et ce qui est spécifique de l'humain, parce que, comme vous avez pu le comprendre, le génome est éminemment instable, et ce serait une grande illusion de nous imaginer que nous avons un génome. Nous avons en fait presque autant de génomes que nous avons de cellules. Et ça change avec la vie en plus. Donc je vais arrêter là et je reprendrai à partir de ce point la semaine prochaine si vous me faites le plaisir de revenir. Voilà.